Assurance inclusive, les leçons à retenir. C'est parti. Décompte assis. Assurance inclusive, les leçons à retenir. Assurance inclusive, les leçons à retenir. Merci d'être à l'écoute, de suivre ce qui se passe ici à Casablanca, dans le cadre des rendez-vous de Casablanca de l'assurance. Et évidemment, nous sommes maintenant dans un panel où nous allons parler d'assurance inclusive avec 4 intervenants qui vous ont été présentés visuellement il y a quelques instants. Je voudrais d'abord les saluer, leur souhaiter la bienvenue. Monsieur Richard Loué, bonjour et bienvenue parmi nous. Vous m'entendez? Dirk Reinhardt, vous êtes là? Et Mamiko Yoko Arai de l'OCDE, j'espère que vous nous entendez. Je ne sais pas dans quelle ville vous êtes. Oui. Oui. Dans quelle région vous êtes? Mamiko, vous êtes où? Where are you now? Ah, I'm in Paris. Oh, wonderful. So close to Casablanca. Exactly. Thank you. Cédric Mraoui, j'imagine que vous êtes dans vos bureaux au cœur de Casablanca. Bonjour Samy, bonjour à tous. Merci d'être à nos côtés. Je vais commencer par vous, Monsieur le Président d'Activa. J'espère que vous m'entendez et que la liaison est convenable. Vous êtes, pardonnez-moi, je vais le dire à ma façon, vous êtes une des personnes les plus chevronnées dans les questions d'assurance sur le continent africain et avec cette double dimension, patron de multinationales dans votre pays, mais ensuite, évidemment, vous êtes le président fondateur d'un groupe important qui est donc Activa, présent dans très nombreux pays d'Afrique. Est-ce que ma compréhension est bonne? Votre compréhension est très amicale, Jad. Merci beaucoup. Je voudrais vous saluer et vous remercier de votre présence. Vous êtes dans quelle ville au Cameroun? Je suis à Douala. Je suis à Douala au Cameroun. Magnifique, très belle ville que j'apprécie beaucoup personnellement. La question d'inclusion qui nous réunit aujourd'hui, puisqu'on se pose la question assurance inclusive et quelles leçons et quels enseignements on pourrait retenir, j'aimerais faire appel à votre expérience, mais aussi à la capacité d'aller repousser un peu les frontières des schémas classiques dans votre parcours, dans votre expérience, dans votre groupe. Et peut-être commencer avec vous sur un sujet important, la notion d'éducation des populations à l'assurance. Qu'est-ce que vous pouvez partager avec nous? Alors, merci pour votre invitation et encore bravo pour cette organisation, surtout pour cette résilience qui permet au marché marocain d'avoir pu, même de manière virtuelle partiellement, maintenir ce rendez-vous important. Alors, juste 2-3 choses pour bien montrer l'importance de ce sujet qu'est l'assurance inclusive pour nous. Premièrement, en termes de taux de pénétration, comme nous savons tous, le taux de pénétration de l'assurance sur le continent, si on enlève l'Afrique du Sud et l'île Maurice, c'est autour de 6-7%. Si on revient dans une zone comme la zone CIMA où nous opérons en large partie, ce taux est d'environ 3%, est encore plus bas si vous vous intéressez uniquement au risque de particuliers. Ça, c'est une première donnée. La deuxième donnée, c'est ce faible taux, donc justement, qui concerne les populations en termes de risque de particuliers, sera de plus en plus importante du fait de la pression démographique. Le croissance démographique en Afrique est le plus élevé depuis de nombreuses années et cela va continuer. La troisième chose, l'assurance inclusive. Quand on parle d'assurance inclusive, de manière mécanique, on assimile cela à la nécessité d'apporter l'assurance vers les populations à faible revenu.
même si les derniers événements donc nés du Covid ont montré que même pour les entreprises, nous pouvons nous retrouver dans une situation où il y a des trous d'assurance. Je crois qu'il y a un conférencier ce matin qui parlait justement que ce soit du cyber risk, des pertes d'exploitation sans dommage, qui ont montré que même au niveau des entreprises. Mais pour des questions de temps, je vais rester sur les risques de particuliers. Alors, pour dire que c'est particulier en termes d'assurance inclusive, donc c'est des personnes qui sont pratiquement exclues de la notion d'assurance et vers lesquelles nous devons aller. Alors, il y a un double défi pour les assureurs que nous sommes. C'est, nous nous posons la question de savoir est-ce que cette population à faible revenu est une population pour laquelle notre activité pourrait être rentable. Deuxièmement, est-ce que nous avons les données statistiques suffisantes pour pouvoir proposer des produits adaptés à cette cible importante et qui sera de plus en plus importante, comme je le disais. De l'autre côté, le défi, c'est du côté donc des membres de cette population qui, elle, connaît peu ou pas l'assurance, qui va se demander, mais est-ce que l'assurance va vraiment m'apporter quelque chose? Ceci parce que nous le savons tous, l'assurance, c'est cette technique qui permet d'atténuer les risques d'un choc que nous subissons dans notre vie et en ce sens-là, contribue à lutter évidemment contre la pauvreté. Alors, l'éducation, vous parliez d'éducation, mais c'est important d'avoir la conviction que voilà une population qui n'est pas sensible à la notion d'assurance, qui va être de plus en plus importante, qui se pose des questions sur la nécessité de s'assurer, mais qu'il faut bien attirer vers l'assurance. Nous devons l'éduquer. Nous devons l'éduquer d'abord, non pas simplement en essayant de lui vendre des produits d'assurance. L'éducation, déjà, c'est d'essayer de lui expliquer la notion même d'assurance, à quoi sert l'assurance en termes de levier, en termes de filet de sécurité. Donc, c'est vraiment vendre la notion et en quoi l'assurance constitue un levier. Et ce n'est qu'après avoir sensibilisé cette population que nous pourrons, dans un deuxième temps, concevoir des solutions d'assurance compatibles avec leurs besoins. Alors, je voudrais vous poser la question directement, puisque vous nous interpellez sur le sujet. D'abord, est-ce qu'on peut faire des produits adaptés? Alors, vous évoquez il y a quelques instants le fait que la notion d'inclusion concerne en priorité les gens à très faible revenu ou à faible revenu. On nous disait ce matin que ça concerne aussi des gens qui n'ont pas accès, parfois géographiquement, physiquement, à la discussion, à la compréhension de ces concepts d'assurance. Donc, est-ce qu'on peut faire des produits, et de par votre expérience, est-ce que ça nécessite j'ai envie de dire, un niveau d'ingénierie particulier pour monter ou structurer des produits adaptés à ce type de besoin? Alors, merci pour cette question essentielle, Jade. Nous ne devons pas justement aborder cette classe de population en termes de produits. Nous devons l'aborder en termes de solutions à des problèmes que nous aurons pu identifier dans leur activité. Pour vous donner l'exemple, si vous m'en donnez le temps. Je veux bien. Assurance, depuis 3 ou 4 ans, nous sommes vraiment dans cette démarche. Je vais vous donner 2-3 exemples que nous avons lancés au niveau d'Activa. Le premier exemple, c'était en 2018, où nous avons lancé un produit que nous avons appelé Makala, qui est une petite assurance individuelle accident pour des populations vraiment à faible revenu, des gens qui vont en moto, taxi, des gens qui n'ont même pas de moyens de locomotion, mais qui dans leur activité sont exposés à des risques d'accident. Nous l'avons donc conçu en partenariat avec un grand opérateur de téléphonie, un produit que nous avons baptisé Makala. Pourquoi Makala? Parce que Makala, c'est le beignet de farine au Cameroun, qui est vraiment le produit alimentaire accessible aux classes les plus modestes. Et nous avons déterminé, nos acteurs ont permis de sortir un prix d'environ $1. Et $1 parce que ce prix-là correspondait au prix d'une bière. Vous savez que le Cameroun est célèbre par notre capacité, entre autres,
entre autres, en dehors du sport, notre capacité à apprécier les joies de la bière. Donc, c'était le prix d'une bière et on disait aux gens, pour le prix d'une bière, voilà la garantie que ce produit vous apporte. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple que nous avons lancé en 2019 en partenariat avec la SFI, la filiale de la Banque mondiale, c'est une approche, plus qu'un produit, c'est une approche que nous appelons Active Lady, qui est une approche qui fait que nous avons considéré la femme comme le maillon essentiel dans le processus de prise de décision d'assurance. Et nous avons conçu donc ce concept qui concerne la femme à toutes les étapes de son activité, aussi bien la femme à faible revenu, celle qui vend dans un marché que nous appelons chez nous des Bayam Selam, auquel nous avons proposé deux produits compatibles avec leur activité et leur revenu. C'est un petit produit d'assurance santé individuelle dont la prime est de $10 par mois, qui leur donne accès à un certain nombre d'établissements sanitaires. Nous avons également conçu pour cette population un petit produit individuel accident aussi, parce que dans leur activité de commerçantes, elles peuvent avoir à être exposées à ces risques-là. Et ça, c'est la première classe, la plus basse. La classe également intermédiaire, c'est cette classe de femmes entrepreneurs, parce que, et des études l'ont démontré, la femme en Afrique a plus le réflexe d'entreprendre que l'homme. Oui, et le Cameroun est un exemple en la matière. Merci Dia de le dire. Et dans ce processus d'entreprendre, elle ne sait pas souvent comment s'y prendre. Donc, nous avons réuni des femmes autour d'une plateforme et nous avons conçu vraiment un processus, un produit, d'abord un produit d'épargne qui amène ces jeunes femmes entrepreneurs à épargner dans un premier temps. Et ensuite, nous les mettons en relation avec un incubateur dans de start-up qui les forme, qui les accompagne. Et pendant ce temps, nous leur donnons également une garantie assistance juridique que nous avons mis en place avec un de nos réassureurs, ce qui fait qu'au terme de ce processus d'épargne et de formation, cette entrepreneur femme a constitué une épargne qui peut lui servir de caution pour avoir accès à un crédit bancaire qui lui permet de lancer son activité. Ça, c'est le deuxième. Et le dernier exemple, c'est dans l'assurance agricole. Le monde agricole, notamment en Afrique subsaharienne, est totalement en dehors de quelques exemples comme le Sénégal, vraiment n'est pas pénétré par la notion d'assurance. Et toujours avec notre partenaire AFC, nous avons décidé depuis l'année dernière de lancer l'assurance agricole au Cameroun. Nous avons commencé par des cotonculteurs. Il y a 500 cotonculteurs que nous avons réunis au sein de leur coopérative, auxquels nous avons donc exposé les risques climatiques auxquels leur activité était exposée, aussi bien la sécheresse que l'inondation. Et je peux vous dire que c'est un travail de longue haleine. Nous sommes résolus à continuer parce que c'est l'avenir. Voilà quelques exemples de produits que je voulais… Oui, mais merci. Ce sont bien des sujets qui montrent l'inclusion et qui montrent le fait que il y a des populations, lorsqu'on les aide à travers l'assurance à faire de l'épargne et qu'on les aide à rentrer dans le circuit bancaire et à accéder à des crédits, d'une certaine manière, on les aide à faire prospérer leurs activités. C'est extrêmement important. J'aimerais une toute dernière question, si vous le permettez, très brève, à laquelle je vous demanderai une réponse brève. Et finalement, en faisant de l'assurance comme ça, est-ce que c'est rentable? Je peux vous dire que c'est absolument pour nous rentable. Il y a quelques obstacles à lever. Deux choses. La première, c'est l'importance de la régulation. Bien sûr. Il faut absolument que le régulateur accompagne ce mouvement en allégeant tout ce qui est processus pour la microassurance, pour l'assurance par la téléphonie, la digitalisation dans l'assurance, la banque assurance, il faut l'alléger. Donc, au niveau de nos pouvoirs publics, il faut absolument avoir une politique fiscale incitative. Il faut que les primes d'assurance, aussi bien en maladie individuelle, c'est déjà le cas dans certains pays, mais surtout en risques agricoles, soient défiscalisées. C'est important parce que c'est une population qui vient à l'assurance, mais souvent pour des questions de niveau de primes. Si c'est des primes TTC, c'est à des niveaux plus élevés. La dernière chose pour les pouvoirs publics et notamment des organes de développement, nous devons absolument amener des organes de développement à essayer de voir, toujours dans l'assurance agricole, comment concevoir un système de prise en charge partielle pour ces
cultivateurs qui sont dans des produits de rente, mais qui sont aussi dans des produits de subsistance. Et c'est très important parce qu'aujourd'hui, quelqu'un parlait des risques climatiques ce matin, mais ces risques climatiques seront de plus en plus importants et le monde agricole y est exposé totalement. Donc, si nous ne faisons rien pour permettre aux assureurs de faire leur métier d'assureur, et cela, nos États, au niveau des pouvoirs publics, au niveau de nos partenaires dans le développement, c'est absolument essentiel. C'est un combat sur le long terme et nous y croyons fortement. Merci beaucoup. On retiendra que c'est rentable, qu'il faut travailler avec les régulateurs, l'État et les organismes internationaux pour faire en sorte à ce que cette logique d'assurance inclusive vienne aussi contribuer au développement. Restez avec nous. Richard Loué, je vais aller vers un autre invité, Dirk Reinhardt. Vous êtes vice-président de la Fondation Munich Re. Merci d'être là. Pourquoi vous attachez autant d'importance à cette question d'assurance inclusive? Tout d'abord, je suis très honoré de participer dans cette conférence au Maroc et je suis très honoré d'être sur un panel avec Monsieur Richard Lowe parce que nous avons organisé une conférence au Cameroun aussi l'année dernière, au mois de septembre. Malheureusement, l'actuelle crise de la COVID-19 m'empêche malheureusement d'être avec vous au Maroc, mais j'espère pouvoir bientôt nous rendre à nos visites. Alors, pourquoi est l'assurance inclusive importante pour la Fondation Munich Re? Tout d'abord, l'assurance joue un rôle important pour le développement économique durable. Une fois que les gens démarrent des entreprises, ils prennent des risques, c'est clair. Toutefois, l'assurance pour les clients à faible revenu ainsi que pour les petites et moyennes entreprises demeure indisponible et inabordable. Et le changement climatique va empirer la situation pour la plupart des gens en Afrique, comme Monsieur Lowe l'avait dit, et en Afrique, par exemple, parce que la plupart des gens dépendent des revenus agricoles. Et comme nous avons déjà entendu, il y a pas mal d'obstacles. Par exemple, la disponibilité des solutions d'assurance. Il n'y a pas beaucoup des assureurs qui veulent développer des produits pour les gens de faible revenu. Ce qu'il nous faut, c'est faire des recherches, faire des études sur les marchés. Il faut montrer que c'est un marché pour les assurances. Nous avons entendu que ça peut être profitable, mais c'est pas toujours le cas. Surtout si on parle sur les risques climatiques. Donc, il faut montrer que c'est une business case pour les assureurs. Il faut la confiance dans l'assurance aussi. Ouais. Et il faut créer des produits qui prouvent qu'il y a une valeur pour le client. Et pourquoi c'est important pour la Fondation? Parce que nous pensons que la Fondation peut jouer un rôle pour inviter tous les partenaires qu'il faut pour développer le marché. Ce sont les gouvernements, les régulateurs, les assureurs, les actuaires. Et il faut qu'on parle ensemble pour trouver des solutions pour des produits sostenibles. Oui, que ce soit durable. Alors, vous évoquez le sujet en disant c'est un business case pour les assureurs. On va se le dire clairement, c'est un business case un peu complexe. Oui, c'est un business case complexe, mais comme nous avons entendu, il y a des exemples qui sont très profitables. Il y a quelque part qui sont un peu plus difficiles, par exemple l'assurance agriculteur, l'assurance de santé. Là, il faut que les gouvernements travaillent avec les assurants ensemble. Beaux obstacles auxquels on est amené à faire face dans cette situation. Alors, j'avais déjà, par exemple, donné sur oui. Il n'y a pas sur le climat. J'ai entendu il y a un problème de régulation. La régulation n'est pas très claire tout à fait, et des fois, dans les marchés,
avec le régulateur d'assurance, il faut parler avec le régulateur de télécommunications, il faut parler avec la Banque centrale. Surtout si on parle sur des produits digitaux, là, les régulateurs ne sont pas assez rapides pour vraiment développer un environnement qui accepte des nouveaux produits qui permettent l'innovation. Oui, Don Forgeron, que j'interviewais il y a à peu près une demi-heure du Canada et qui est le président de GFIA, là, donc la fédération, la Global Federation Insurance Associations, disait en fait que vous avez raison, les assurances sont un peu des grandes dames lentes les compagnies d'assurance lentes à réagir, pas toujours assez flexibles. Un dernier mot, je serais ravi de vous écouter là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut faire pour dépasser ces obstacles et favoriser l'accès, développer un peu la notion d'assurance de manière inclusive? Alors, à mon avis, ce qu'il faut, et on a des exemples, par exemple les Philippines, là, on a développé une stratégie nationale de développer le marché. Donc, c'est une stratégie où le gouvernement, le régulateur travaille avec les assureurs et il faut un but, il faut vraiment une stratégie qui inclut tous les acteurs et il faut qu'on soit patient parce que ça va pas, on va pas développer le marché dans 1, 2, 3 ans, ça prend du temps, ça prend 5 ans, même plus. Donc, mais à mon avis, une stratégie nationale est très importante. Merci beaucoup. Je vais aller vers ma troisième invitée, qui est Mamiko Yoko Arai. Merci beaucoup pour être ici parmi nous et merci de nous rejoindre. Alors, vous représentez l'OCDE. Donc, peut-être la première question que j'aurais à vous poser, c'est comment les taux de pénétration de l'assurance demeurent-ils faibles malgré tous les efforts fournis par de nombreuses organisations internationales? En effet, les faibles taux de pénétration sont une problématique critique en termes d'assurance inclusive, car sans ces taux de pénétration élevés, cela veut dire que les taux d'accès à l'assurance restent faibles. Donc, il y a peut-être un manque de sensibilisation par rapport au risque, une faible communication. Mais je me suis entretenue avec de nombreux collègues et nous avons justement abordé le fait de créer un modèle sur comment communiquer sur les différentes polices d'assurance. Et la réponse, c'est que probablement pas, parce que le langage des polices d'assurance ne se prête pas forcément à une communication qui permettrait d'améliorer ces taux de pénétration. Ensuite, la question qui se pose, c'est alors si nous n'avons pas un bon taux de pénétration, alors vous avez la mutualisation du risque est remise en péril, car là on se retrouve dans un cycle où l'abordabilité du produit est aussi compromise. Donc c'est vraiment une question critique, une problématique critique, et beaucoup de personnes se penchent dessus. Je ne peux pas dire que j'ai des réponses concrètes, mais ce qui est sûr, c'est que nous devons continuer à nous pencher sur cette question, car sans une meilleure pénétration et sans une bonne compréhension des avantages de l'assurance, je ne pense pas que ces avantages de l'assurance seront bien communiqués aux sociétés. Et donc, en effet, c'est quelque chose qui est vraiment nécessaire. Donc, voici l'un des points qui me préoccupe particulièrement, surtout pour les PME, les TPE et pour les assurés individuels. Mais nous savons que l'impact est toujours positif. Alors, s'il y a une meilleure pénétration, alors c'est sûr que l'impact sera positif, mais peut-être que je pourrais voir différentes manières, différentes solutions. Donc, en effet, j'aimerais vous parler de comment nous pouvons améliorer ce taux de pénétration. Donc, la problématique majeure, c'est l'accès. Comment la digitalisation peut-elle jouer un rôle pour améliorer l'accès à l'assurance et pas seulement l'assurance traditionnelle, et nous avons pu entendre ce que M. Lowe a partagé, mais tous les services connexes. Donc avec le big data et l'intelligence artificielle, la possibilité d'avoir une meilleure analyse des données pourra réellement
améliorer les pratiques de souscription. Donc déjà là, c'est un aspect, mais pour ce qui concerne les assurés individuels, là par exemple, l'avantage c'est qu'ils disposent tous de dispositifs mobiles et alors les produits peuvent être davantage personnalisés pour répondre aux besoins des clients. Et aujourd'hui, de nombreux produits innovateurs sont lancés, surtout dans les marchés émergents. Et je sais que plusieurs startups qui opèrent dans le marché africain en particulier ont eu des expériences vraiment réussies dans le secteur de l'assurance santé, par exemple. Par exemple, vous avez les frais d'hospitalisation qui peuvent réellement qui peuvent vraiment peser lourd sur les dépenses des ménages. Car en fait, l'une des alternatives à Big Data et de l'intelligence artificielle, c'est de baisser le coût transactionnel de l'assurance et ainsi donc, réduire le coût de l'assurance. Donc c'est une autre considération importante. Malheureusement, il y a des inconvénients à avoir donc ce Big Data. Si par exemple le Big Data ou juste les données de manière générale, eh bien, si nous avons des données plus granulaires, et cela pourrait faire que certaines communautés particulières pourraient être exclues. Donc je pense que l'exemple le plus répandu, c'est les postcodes. Donc les postcodes pourraient être exclus en raison de ces données plus granulaires et ceci pourrait justement mener à une exclusion. Et ceci, forcément, est une situation qui serait vraiment défavorable. Donc, je pense qu'il est important de trouver un équilibre entre les opportunités qui sont présentées et de réellement proposer plus de sélection, plus de choix en termes de lignes de produits et aussi de voir quels sont les risques que cela pourrait présenter. Et ensuite, les régulateurs devraient aussi penser à une solution qui répond à tout cela, c'est-à-dire de ne pas peut-être dépasser les limites, mais au moins essayer d'attirer et d'inciter plus d'innovation dans le secteur. Donc, vous parlez de digitalisation et comment cela pourrait améliorer l'accès aux solutions d'assurance, si je peux utiliser le terme ainsi. Mais comment ces données, comment ces paramètres pourraient offrir de meilleures opportunités au niveau individuel aussi. Donc, cette assurance paramétrique a été utilisée surtout dans le domaine de l'assurance agricole et par exemple vous avez aussi aux Caraïbes, ils utilisent aussi cette assurance paramétrique pour l'assurance pour les catastrophes. Donc, il s'agit d'une approche basée sur les indemnités qui permettra de couvrir les dommages dans la mesure du possible sur la base d'une couverture. Mais l'assurance paramétrique présente de nombreux avantages sur la manière de laquelle l'assurance peut effectivement faire preuve de réactivité et pourrait justement accélérer les paiements et il y aura beaucoup plus d'assurance à intégrer l'assurance paramétrique dans un contexte de retail ou de PME. Donc un exemple clé, par exemple vous avez le CDE et de nombreux pays avec lesquels nous sommes entretenus, on parlait justement de la question de la perte d'exploitation qui est liée au risque de la pandémie car vous avez de nombreuses petites et moyennes entreprises qui ont une couverture d'assurance normale si on voulait. Donc beaucoup de solutions qui sont proposées et bien entendu il y a un certain élément qui porte sur les PPP, mais il y a aussi beaucoup d'assurances paramétriques car l'assurance des pandémies elle-même n'est pas considérée possible assurée par des compagnies d'assurance privées. Merci beaucoup. Alors vous, Mamiko, vous êtes l'administratrice principale et la chargée d'assurance de l'OCDE. Donc, restez parmi nous. Nous allons certainement avoir une ou deux questions de la part des participants de cette conférence qui seront posées aux panélistes. Driss Mghraoui, merci de votre patience et merci de venir aussi contribuer. Vous êtes directeur général délégué du pôle assurance vie des particuliers et assurance des personnes au sein du groupe Wafa Assurance. Je vais peut-être aussi préciser que vous connaissez bien les sujets de banque assurance, le monde du digital. J'aimerais vous poser la question très directement, la micro-assurance au Maroc. Dans le cadre de la stratégie nationale d'inclusion financière, on a évoqué un peu ce sujet ce matin. Qu'est-ce que vous avez envie de partager ou où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Merci, Monsieur Rachid, pour cette introduction et je remercie aussi vivement la Fédération
marocaine des sociétés d'assurance et de réassurance pour m'avoir invité. Ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, c'est l'expérience du groupe Wafa Assurance en la matière. La micro-assurance ou l'assurance inclusive n'est pas née d'hier au sein du groupe Wafa Assurance. C'est une expérience qui date déjà de 2013. Elle a été beaucoup accélérée ces deux dernières années, mais surtout avec l'arrivée de la stratégie nationale d'inclusion financière, nous nous sommes fait une conviction dans ce sujet-là et nous avons tracé une stratégie plus agressive. Et donc, je souhaiterais, si vous le permettez, partager avec vous pourquoi on l'a fait, quelle est notre expérience jusqu'à aujourd'hui et quelle est notre ambition. Alors, sur la stratégie nationale d'inclusion financière, on ne va pas revenir là-dessus, mais la micro-assurance est une brique importante, aussi importante que le reste. C'est-à-dire que la micro-épargne a besoin du microcrédit, le microcrédit a besoin de la micro-épargne, les deux, ils ont besoin de la micro-assurance, ils ont besoin du transfert d'argent et tout ça constitue un édifice ou un ensemble cohérent dans lequel les briques se complètent les unes des autres. Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails, mais ce que je voudrais peut-être souligner, c'est le fait que, au-delà du fait que la micro-assurance nourrit les autres briques, en général, un auto-entrepreneur, pour qu'il prenne plus de risques et qu'il investisse davantage, il a besoin de filets. Et donc, il a besoin de micro-assurance. Dans ce sens-là, nous pouvons considérer que la micro-assurance peut être un booster, un accélérateur pour encourager les auto-entrepreneurs à prendre plus de risques et donc à développer leur business au profit d'eux-mêmes, de leur famille et de leur pays. Chez Wafa Assurance, nous avons l'ambition très forte d'être leader en la matière, d'être une locomotive, d'être acteur majeur. L'expérience l'a démontré. Je le disais tout à l'heure, on a encore jusqu'à aujourd'hui que quelques années derrière nous, nous sommes déjà à pratiquement 400 000 Marocains, et pour dire Marocains, familles déjà assurées dans le cadre de la micro-assurance telle que nous l'avons lancée. Répétez le chiffre, s'il vous plaît. La micro-assurance, Monsieur Mraoui, répétez le chiffre. 400 000. 400 000 familles. 400 000. Et notre ambition est d'aller à 1 million à horizon 2023. Évidemment, pour ça, nous avons actionné un certain nombre de leviers et de moteurs dont je parlerai volontiers. Alors justement, je vais vous demander quels sont les leviers, quels sont les facteurs clés de succès, comment on peut réussir dans cet univers? Alors, très bien. Donc, tout à l'heure, effectivement, la question a été posée sur les produits. Vous m'excusez si je vais encore parler de produits au lieu de solutions, mais M. Loué a tout à fait raison, il s'agit de solutions. Je commence d'abord par dire que la micro-assurance, sans la définir, ce qu'elle n'est pas. La micro-assurance n'est certainement pas le downsizing et le fait de copier ou de vouloir reproduire l'assurance habituelle classique, tout simplement en baissant les prix. Ce n'est pas ça la micro-assurance. La micro-assurance, c'est une philosophie, c'est un état d'esprit et c'est un nouveau concept qui est totalement différent. Donc, je commence d'abord par l'offre. L'offre telle qu'elle est connue dans l'assurance habituelle est distribuée évidemment par les intermédiaires classiques, c'est-à-dire les agents et les courtiers, mais elle est aussi distribuée par la banque assurance. Mais pour que une solution de micro-assurance puisse arriver à l'assuré, au client au final, il faut bien qu'elle soit très simple. Il faut même qu'elle soit très, très, très simple pour deux raisons. Lesquelles? D'abord parce que les distributeurs ne sont pas des spécialistes de l'assurance. Oui. Donc, pour faire arriver le message au client final, il faut que la solution soit extrêmement simple et lisible. Mais également, n'oublions pas que cette population ne connaît pas non plus son niveau d'instruction dans l'assurance. Et comme nous tous, on va dire, c'est pas comme le citoyen marocain. Donc, il faut comprendre la quintessence. Et c'est pour ça que l'offre doit être extrêmement simple
Je vous donne un exemple, puisque là, on est là pour donner aussi des cas concrets. Les solutions que nous commercialisons, notamment les solutions produits d'assurance obsèques, c'est des produits que le client peut acheter au comptoir avec date d'effet immédiate, sans apporter aucun papier et aucune justification ou un justificatif par rapport à son état de santé. Monsieur Mghraoui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est extrêmement simple à la souscription, mais c'est également extrêmement simple à l'indemnisation, puisqu'on lui demande qu'un seul papier et le paiement peut se faire à travers tout le territoire marocain par nos partenaires, distributeurs, là aussi immédiatement. Donc, vous voyez qu'il y a des ingrédients de simplicité qui font partie de la philosophie dont j'ai parlé tout à l'heure. Merci. J'ai une dernière question. Je vous demanderai une réponse brève. On est à quelques minutes de la fin et j'ai une question du public que je voudrais partager avec vous. Ma dernière question, Wafa Assurance est aussi une compagnie qui est présente dans d'autres pays du continent avec un vrai appétit de développer avec une stratégie spécifique. Est-ce que ça vous oblige à de l'innovation? Est-ce que aujourd'hui, cette notion d'inclusion est quelque chose que vous avez un peu partout dans votre ADN sur le continent? On a écouté M. Louet tout à l'heure, mais qu'en est-il chez vous? Chez nous, je le disais tout à l'heure, c'est une stratégie très forte que nous avons entamée sur le territoire marocain, mais que nous sommes en train également de décliner dans les pays où nous sommes présents. Évidemment, la déclinaison va se faire avec de la matière locale, avec des compétences locales, avec les connaissances locales. Et l'apport de Wafa Assurance Maroc va être sur l'expérience. Donc, en fait, c'est la combinaison à la fois des données locales, réglementaires, du marché, de la demande, combinée à l'expérience de Wafa Assurance Maroc, qui nous permet aujourd'hui, je peux annoncer que lundi dernier, nous avons lancé en Tunisie, à travers notre filiale, le même concept, c'est-à-dire la micro-assurance, que nous sommes en route également pour décliner dans toutes les économies de présence, notamment en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Sénégal et bientôt en Tunisie dans les mois à venir également. Donc, nous avons une ambition très, très forte continentale dans les pays de présence. Merci beaucoup. Ça vient faire écho à ce que nous disait Richard Louet tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à un moment donné, pour réussir, il faut que l'ensemble des partenaires, États, organismes internationaux, compagnies d'assurance, secteur privé, tous se mettent autour de la table pour faire en sorte à ce qu'on ait plus d'inclusivité, plus d'inclusion à travers des solutions originales. J'ai une dernière question pour vous qui vient du public. Est-ce que quand on fait de l'innovation et qu'on crée des solutions inclusives, est-ce qu'on prend le risque de faire de l'ombre ou de cannibaliser des produits qui existent déjà dans votre offre? Non, on ne prend pas de risque parce que d'abord, dans le marché, il y a la place pour toutes les solutions, mais surtout que cette population n'a pas de produits d'assurance. Donc, ça viendra en plus, et c'est au bénéfice de notre pays, c'est au bénéfice de la stratégie nationale d'inclusion financière, évidemment, pour laquelle nous sommes engagés très fortement. Merci beaucoup à vous quatre pour votre belle contribution à ce premier panel. Et évidemment, merci madame, merci messieurs, extrêmement riche et extrêmement instructif. Nous allons nous retrouver dans 5 minutes pour le second panel. À tout à l'heure.